On connaît tous les grands noms, les rois, les reines, les généraux, mais qui, au juste, fait vraiment tourner un empire au quotidien? Eh bien, souvent, ce sont des figures qui restent dans l'ombre. Aujourd'hui, on va justement lever le voile sur l'un d'entre eux, François-Roger Robert, un homme que l'on pourrait qualifier d'indispensable pour Louis XIV et qui a pourtant été largement oublié. C'est vraiment la question qui est au cœur de son histoire. La carrière de Robert, c'est un peu un puzzle. Ce n'était pas juste un fonctionnaire, loin de là. C'était un véritable couteau suisse au service de la couronne. Quelqu'un capable de changer de casquette, de changer de rôle, en fonction des besoins du royaume. Jetez un œil à cette chronologie. C'est assez impressionnant. Sa carrière l'emmène de Paris jusqu'aux Caraïbes, en passant par des missions très sensibles à Londres ou à Rome. On parle de quasiment 80 ans d'une vie, dont une soixantaine d'années de service, pendant une période qui est absolument charnière pour la France. La diversité de ses postes est franchement stupéfiante. Alors, par où est-ce qu'on commence une carrière pareille? Pour Robert, eh bien, tout débute au cœur même de la puissance française de l'époque, la fameuse administration de la Marine royale. C'est vraiment là qu'il va faire ses premières armes. Pour bien comprendre son ascension, il faut savoir qu'il ne partait pas de zéro. Son père était maître des requêtes. Et attention, ce n'est pas un simple titre, c'est un poste au cœur du pouvoir royal, un conseiller qui a l'oreille du roi. François Roger faisait donc partie de ce qu'on appelait la noblesse de robe, c'est-à-dire l'élite administrative du royaume. Disons que les portes du pouvoir lui étaient déjà un peu entr'ouvertes. Et son ascension, elle est fulgurante. Regardez cette progression. Il commence avocat, puis il entre dans l'administration de la marine. En même pas 10 ans, il passe de simple écrivain principal, en gros, il gérait des papiers, à commissaire. Là, ça veut dire qu'il supervise carrément les opérations navales dans un port aussi stratégique que Brest. C'est une montée en puissance qui est juste remarquable. Et très vite, on lui confie des missions à très haut risque. Le voilà déjà en première ligne en train de négocier la paix avec les régences barbaresques. Là, on ne parle plus seulement d'administration, mais bien de haute diplomatie sous une pression énorme. C'est clair, il a déjà gagné la confiance de ses supérieurs. Mais sa carrière ne s'est pas arrêtée à l'administration, bien sûr. Il va maintenant entrer dans un monde beaucoup plus trouble, le monde de l'ombre. L'administrateur modèle se transforme en agent d'influence pour le roi. Sa mission en Angleterre illustre ça à la perfection. D'un côté, il y a la mission officielle, le prétexte, une enquête sur le commerce. Mais en coulisses, la véritable mission est bien plus sensible. D'une part, il doit espionner les arsenaux anglais et d'autre part, mener une opération de persuasion très délicate auprès des protestants français qui s'étaient exilés là-bas. Après l'Angleterre, hop, direction Rome. À ce moment-là, le royaume de France est en plein conflit politique avec le pape sur des questions de souveraineté. C'est une vraie lutte de pouvoir. Robert, lui, en tant qu'attaché d'ambassade, devient littéralement les yeux et les oreilles du ministre à l'intérieur même du Vatican. Ces lettres sont une source de renseignements de première main absolument cruciale pour la couronne. Après avoir prouvé sa loyauté et sa polyvalence dans l'ombre, Robert est propulsé au sommet de l'administration. Cette fois, on ne lui confie plus des missions, mais carrément la gestion de territoires entiers, des pièces maîtresses de l'Empire français. Ce tableau résume bien l'ampleur de ses nouvelles responsabilités. D'un côté, la Martinique, une colonie lointaine qui produit des richesses, mais qui est aussi très fragile. De l'autre, Brest, le cœur névralgique de la Marine royale, un port militaire qu'il va diriger pendant plus de 30 ans. On passe de la gestion d'une colonie à la gestion de la puissance militaire. Ce sont deux défis complètement différents, mais tous les deux colossaux. Son passage à la Martinique est marqué par la rédaction de ce mémoire très détaillé. Ce n'est pas un simple rapport, c'est une analyse en profondeur qui va influencer la politique coloniale française. Ça nous montre un administrateur qui ne se contente pas d'exécuter, mais qui pense, qui analyse et qui propose. Alors que sa vie s'approche de la fin, son dévouement sans faille à l'État va recevoir la reconnaissance ultime. C'est le couronnement de décennies de service. 60. Ce chiffre il est tout simplement saisissant. 60 années. Une vie entière au service de la couronne. De 1676 jusqu'à sa mort en 1736, c'est une vie qui a été complètement dédiée à bâtir et à faire fonctionner la machine de l'État français. Et voilà la consécration finale. À presque 70 ans, il entre au Conseil d'État. Là, il n'est plus seulement un exécutant, même de très haut rang, il devient l'un des conseillers directs du roi. C'est la reconnaissance suprême de son expertise et de sa loyauté. Alors, si on devait résumer les clés de cette réussite exceptionnelle, d'abord, sa polyvalence, clairement. Il pouvait passer de la diplomatie à l'espionnage, puis à la gestion d'emport sans problème.
Ensuite, sa fiabilité. C'était l'homme des missions secrètes, celui en qui le pouvoir avait une confiance absolue. Ces deux qualités l'ont rendu, tout simplement, indispensable, une véritable cheville ouvrière de l'Empire. Et tout ça, ça nous amène à une dernière réflexion. L'histoire, elle retient les rois, les généraux, les grandes batailles. Mais la carrière d'un homme comme François-Roger Robert nous rappelle que les empires se construisent aussi, et peut-être surtout, sur le travail acharné, la compétence et la loyauté de milliers d'administrateurs comme lui qui ont œuvré dans l'ombre.